Bonjour à toutes et à tous. Il est 13 heures. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Culture chez nous. Si vous ne connaissez pas encore le format, Culture chez nous, c'est une émission en direct sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture. Elle se tient une fois tous les 15 jours, un petit peu partout en France. Alors aujourd'hui spécifiquement, on est au nord de Paris, sur la commune du Bourget, et je m'apprête à vous faire découvrir le musée de l'air et de l'espace. Une émission exceptionnelle, vous allez voir ça. Mais juste avant, je vous rappelle une chose, cette émission, elle est interactive. C'est aussi la vôtre et vous allez me voir tout au long de l'émission avec un téléphone à la main. C'est pour garder le lien avec vous. Faites-nous remonter toutes vos questions, vos remarques, vos commentaires et je me charge de les transmettre. Je suis Thomas Blancard et je vous propose cette visite, cette découverte en compagnie de Madame Alice Charbonnier. Bonjour Alice. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir. Je remets évidemment mon masque. Merci de nous accueillir ici au sein du musée de l'air et de l'espace. Alice, vous êtes directrice du département marketing et développement des publics, ici au musée de l'air et de l'espace, donc du Bourget. Une première question pour vous, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Nos spectateurs découvrent là sur les images une architecture splendide, typique de la France des années 30. Ouais. Racontez-nous, on a l'impression d'être dans un hall d'aéroport, c'est le cas ? Alors, on est dans un hall d'aéroport, oui, parce que le site est à l'aéroport, mais là, on est dans l'aérogare, en fait, de l'aéroport du Bourget, qui est le premier aéroport commercial. Ce bâtiment, il a été construit en 1937 par Georges Dabreau, donc en même temps que l'exposition universelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les avions décollent au Bourget dès les années 1914-1919, puisque c'est un site militaire au début, qui devient ensuite donc un aéroport commercial. Et puis au fur et à mesure, quand Orly, Roissy arrive, fin des années 50, fin des années 70, cet aéroport n'est plus en capacité d'accueillir le volume de trafic aérien nécessaire. Et donc le musée arrive ensuite en 1973. Donc premier musée ici en 1973. Exactement. C'est une volonté de l'armée, c'est ça à l'époque ? Oui, donc le musée de l'air et de l'espace, c'est un musée sous tutelle du ministère des Armées. Et en fait, au tout début, les collections du musée sont liées à la volonté de conserver le patrimoine aéronautique qui naît avec la Première Guerre mondiale. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, expliquez-nous un petit peu quelles sont les missions du musée. Globalement, c'est cette préservation du patrimoine et une mise en exposition ? Alors, les missions du musée de l'air et de l'espace, c'est de conserver, préserver le patrimoine aéronautique et spatial et surtout le diffuser au plus grand nombre. Puisqu'on est un musée, il ne s'agit pas d'être simplement refermé sur lui-même, mais aussi d'être ouvert au public et d'accueillir des visiteurs. Au niveau des collections qu'on va découvrir, bien sûr, là, juste après, que vous présentez, ce sont des dons ? Est-ce que ce sont des acquisitions ? Il y a les deux, en fait. Il y a effectivement des dons, bien évidemment des dons de l'armée, puisqu'on n'acquiert pas des avions comme on peut acquérir des tableaux, bien sûr. Bien sûr. Donc ça suppose bien sûr des dynamiques particulières. Et puis il y a des dons plus classiques comme pour des musées beaux-arts avec des objets. Voilà, on a un patrimoine très riche et très varié. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, on a déjà quelques commentaires. On a Christella qui nous dit « J'adore ce musée ». Et Suzy Sheikh, je ne sais pas si je le prononce bien, qui nous dit « Magnifique ». Continuez à nous envoyer tous vos commentaires. Alors, on poursuit notre découverte. On est dans cet espace, donc cet ancien hall de l'aérogare, oui. Qui a été transformé aujourd'hui en un espace que vous appelez la Grande Galerie. C'est ça. Cette Grande Galerie, elle traite de la conquête de l'air, oui. c'est-à-dire l'histoire des pionniers de l'aviation, depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Exactement. C'est vraiment les débuts de la collection du musée, aussi bien en termes chronologiques qu'en termes thématiques. Alors, c'est ce que découvrent les visiteurs quand ils rentrent ici. Oui. Et justement, j'allais vous poser une première question parce qu'on parle de la fin du XVIIIe siècle pour cette histoire-là, mais en réalité, et c'est ce qu'on est en train de vous montrer là sur ces images, alors en réalité, en fait, le rêve de l'être humain, le rêve de voler, il remonte à bien avant le XVIIIe siècle. Oui, la conquête de l'air et l'imaginaire autour de la conquête de la troisième dimension, c'est dès la mythologie, avec le mythe d'Icare, bien sûr. Le fameux mythe d'Icare. Le fameux Icare qui souhaite sortir de son labyrinthe dans lequel il est enfermé avec son père Dédale. Donc, ils construisent des ailes avec de la cire. Ils réussissent à s'échapper du labyrinthe. Son père lui dit « Attention, ne va pas trop près du soleil, sinon la cire va faire fondre tes ailes et puis tu tomberas dans la mer. » Il s'avère qu'en Icare, il est attiré par le soleil, il est attiré par ce rêve, par cette exaltation en fait que permet le fait de voler. Le soleil fait fondre la cire et puis il tombe dans la mer et cette mer s'appelle maintenant la mer Icarienne. Voilà. La mer Icarienne, un petit peu quelques centaines d'années plus loin,
on retrouve l'inventeur de génie. Oui, Léonard de Vinci à la Renaissance, bien sûr, toutes ces machines, toutes ces tentatives en fait de comprendre la mécanique du vol, en partant aussi de l'observation du vol animal. Hein. Donc il y a vraiment un imaginaire très riche. La chauve-souris. L'oiseau, la chauve-souris, toutes ces observations très très concrètes. Le lien entre l'imaginaire et le scientifique, il existe depuis toujours en fait. Et cet imaginaire est très très fort. Alors justement, passer de l'imaginaire, parce que à ce moment-là, on est encore dans le domaine un petit peu du rêve. Bien sûr, il y a quelques expérimentations, on essaie de décoller sur un mètre ou deux, etc. Ouais. Mais c'est véritablement à la fin du XVIIIe siècle que le rêve va devenir réalité, accessible, avec ce qu'on va vous montrer là. Sous vos yeux, ce sont ces maquettes. Alors, racontez-nous un petit peu, ce sont deux frères français. Oui, les frères Montgolfier. Les fameux frères Montgolfier, aussi. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, la Montgolfière? La Montgolfière, un 1783. À la postérité. Ils inventent ça en Ardèche. En Ardèche, c'est ça, à Nonay. Donc, c'est deux frères qui, en fait, assemblent du papier avec une forme que vous voyez là, donc c'est du papier qui est positionné sur une structure vide. Et en fait, ils ont l'idée de mettre de l'air chaud dans cette structure, et cette structure s'envole. S'envole. Voilà. Donc le principe, il est simple, c'est on chauffe de l'air et on s'aperçoit que on s'élève. Exactement. Et alors là, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que bon, bien sûr, on est dans le registre de l'expérience à ce moment-là, mais la France entière se passionne. Littéralement se passionne, ça déchaîne les foules, ces expériences. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la société. Il y a une fascination en fait, donc à partir des années 1783, un peu comme dans la culture populaire aujourd'hui, les arts décoratifs, il y a vraiment ce qu'on appelle la ballomanie, donc les ballons sont partout en fait. Donc on peut voir avec cette vitrine là vers laquelle on s'est dirigé. Incroyable. Assez fascinante. Ici, on a bien la preuve que dans tous les objets, c'est-à-dire que, mais ça va durer, 10-20 ans. 10-20 ans, voilà, c'est ça. 10-20 ans, les expériences de montée en ballon fascinent et infusent jusqu'à la création d'objets du quotidien. On a ici une tabatière, des bijoux, une broche, et puis cette pendule. Cette pendule, de Charles et Robert, qui est dite charlière. Et qui est assez impressionnante puisqu'en fait elle figure de manière très très réaliste un ballon. On voit vraiment la minutie des cordelettes et puis les individus qui observent, qui sont fascinés, les volutes de nuages qui donnent cette impression d'ascension. Et toute cette fascination, elle se retrouve vraiment dans toute la société parce que c'est nouveau, parce que ça fait peur aussi un peu. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a cette émulation autour des arts décoratifs et de toute la société. Avec les ballons. Fascinant ce terme de ballomanie. La ballomanie, exactement. Qu'on invente d'ailleurs à peu près à la même époque, et ça me fait penser peut-être à une chose aussi qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'histoire de l'aviation, c'est la fascination pour les aviateurs aussi, qui deviennent des héros quelque part un peu plus tard. Cette fascination, on la retrouve à plusieurs périodes clés, je pense, de l'histoire de l'aviation. Et elle se retrouve toujours souvent dans les objets, en fait. Dans les objets, dans la presse également, on le verra un petit peu plus loin. Voilà. Alors, tout à fait. On s'arrête maintenant devant cette vitrine. On est toujours sur cette histoire du ballon. Et là, il y a quelque chose qui est notable aussi sur cette maquette que l'on découvre. C'est ici le premier usage militaire du ballon. Parce qu'évidemment, quand on s'élève, très vite, on va s'apercevoir qu'il y a un intérêt militaire, stratégique, à utiliser ces nouvelles machines volantes. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre là sur cette maquette? Donc ça, en fait, c'est un diorama, c'est une reproduction d'une scène a priori réelle qui montre une scène militaire où un ballon dans lequel sont positionnés des militaires est tenu par des militaires. Et on comprend en fait que on peut enfin voir d'en haut, en fait, ce qui n'était pas possible. Il faut bien avoir conscience que voir d'en haut, c'est complètement novateur. La vue, en fait, pour le commun des mortels, c'était une vue à distance d'homme ou à la longue vue, avec du haut d'une colline. Donc, dans le cadre de fonctions militaires, de bataille, en fait, pouvoir voir le terrain militaire, le champ de bataille d'en haut, c'est une révolution. Et donc, c'est ici qu'on découvre ce premier aspect, cette première utilisation, avec quelque chose de particulièrement notable aussi. C'est ce qu'on aperçoit sur les images. Ces petits personnages qui sont des militaires qui tiennent avec une corde le ballon. Pourquoi on a besoin de tenir avec
avec des cordes le ballon? Parce que si on ne tient pas, il n'est pas dirigeable en fait. Hein. Il n'a pas de moteur, il n'a rien. Donc en fait, il est simplement porté par l'air. Donc c'est quand même nécessaire de le maintenir. Donc on est encore au balbutiement. On est vraiment au balbutiement et vous avez bien fait de noter, attention, on n'est pas sur un ballon dirigeable. Exactement. Et justement, on va y venir. Alors, Ouais. en avançant un petit peu dans la chronologie, là aussi est toujours lié à cet aspect un petit peu militaire. On a un très célèbre épisode dans l'histoire de France. Ouais. On est en 1870 à l'époque, la guerre franco-prussienne. Ouais. Le siège de Paris, l'armée est assiégée et retranchée dans Paris, Ouais. et on a un célèbre personnage qui va tenter de s'enfuir en ballon. C'est ça, donc c'est Gambetta qui souhaite quitter Paris pour Léon aller Gambetta, qui fait partie du gouvernement. Qui fait partie du gouvernement, qui veut donc quitter Paris pour retrouver le gouvernement qui est à Tours, donc il fuit Paris en ballon. Le ballon, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas dirigeable. Il s'avère que Léon Gambetta se retrouve dans l'Oise. Donc l'Oise, Tours, on voit qu'on n'était pas trop dans le bon sens et que la problématique biodirigeable, elle devient quand même essentielle. Là, il va falloir faire quelque chose. Et là, alors, on espérait les vents favorables. Oui. Hein, et là, pour le coup, favorable. ça n'était pas le cas. Et donc, effectivement, on s'aperçoit très tôt de cette nécessité de rendre le ballon dirigeable. Alors, vous êtes plusieurs à nous faire remonter des commentaires. On a David qui nous dit très beau bâtiment Art déco. Merci David. Il y a Français Miracle qui nous dit c'est très intéressant, merci. Donc merci à vous de suivre. Et puis alors, on continue d'avancer ici avec là aussi un élément très particulier de la scénographie, ce caisson, c'est un caisson. C'est un caisson. Qui nous rappelle une chose, on est bien toujours dans le registre de l'expérience et de l'exploit. À quoi sert ce caisson? Alors ce caisson, c'est un caisson d'altitude, caisson Paul Bert, on l'appelle. Alors moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il a un côté un peu futuriste, il évoque un peu Jules Verne. Complètement. Voilà, et en fait il faut s'imaginer qu'on mettait deux individus à l'intérieur et que ça permettait de faire des tests de mise en situation par rapport à l'altitude, donc conditions de pression, conditions atmosphériques. Puisqu'en fait l'être humain n'était encore jamais allé en altitude, donc il fallait s'assurer que le corps humain pouvait résister à des conditions qu'on ne connaissait pas. Voilà. Malgré cette préparation, on a des aéronautes, comme on les appelle, donc c'est-à-dire ces personnes qui vont prendre place dans des aérostats et qui vont s'élever. Bon, malgré cette préparation, il y en a qui décèdent. On en perd. Et parfois à des altitudes avoisinant 8000 mètres. Oui, exactement. Là, on s'aperçoit encore une fois que on est toujours dans cette dimension. On cherche, on expérimente, on cherche et comme pour toute innovation, on tâtonne. Au fur et à mesure, on avance au fur et à mesure de l'histoire. Et en avançant dans l'histoire, on se dit, va quand même falloir le rendre dirigeable. Ça serait pas mal. Ce fameux ballon. Ce serait plus utile. Ce serait plus utile. Et alors, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. C'est ce que vous découvrez ici avec, plus de 30 mètres de long. 33, c'est 33 mètres. 33 mètres de long. Donc là, c'est la nacelle du dirigeable La France. D'accord. Donc c'est en osier, donc c'est assez impressionnant. On voit aussi que les matériaux, c'est des matériaux simples au début. Donc il faut imaginer que là on est sur la nacelle du dirigeable. Si on regarde un petit peu plus loin dans la vitrine, là on voit le dirigeable en entier puisqu'il y a. On vous montrera tout à l'heure la maquette du dirigeable aussi, mais il y a un ballon normalement. Il y a un ballon, voilà. Il faut se figurer que là c'est juste la partie basse, c'est qu'il y a un ballon au-dessus qui fait à peu près la même longueur. Et peut-être pour s'en rendre compte, on va montrer à nos spectateurs l'hélice. 7 mètres. 7 mètres de haut, voilà. Cette hélice qui est immense, effectivement, et on se rend compte de la taille de ce ballon. Et donc ce ballon, c'est le premier dirigeable. Voilà, donc il est dirigeable. On a appelé ça ensuite le dirigeable, mais parce qu'on peut le diriger. Et c'est le premier à avoir fait un circuit fermé. Voilà, donc un peu plus de 7 km. On part d'un point A et on revient à un point A. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en faisant cette boucle, on arrive à démontrer qu'on maîtrise la propulsion déjà et l'engin volant ne devient plus quelque chose qu'on subit. Exactement, puisque pour être dirigeable, il faut qu'il y ait une force, le moteur, qui propulse et qui permet de diriger l'objet. Sinon, il se laisse porter. Tout à fait. Alors, on continue d'avancer. On a quelques remarques, quelques questions. On a Yao Guai qui nous dit merci pour ce format et pour ce partage. Félicitations, c'est une belle visite. Donc, je vous envoie le commentaire. On a David, alors, qui nous pose une question un petit peu peut-être à part de cette chronologie-là, mais qui est intéressante. Il nous dit, est-ce qu'il y a des avions de ligne qui décollent du Bourget et auquel cas peut-on visiter le musée en attendant son vol? Alors, question très intéressante. L'aéroport du Bourget est juste à côté. On jouxte cet aéroport. C'est un aéroport d'affaires, donc c'est des jets privés qui décollent. Bon, David, si vous avez un jet privé,
je vous le dis, vous pouvez peut-être visiter le musée. Et avec plaisir, on vous accueille en attendant. Voilà. Et sur les terrasses du musée, on voit des avions décoller régulièrement. Bon, effectivement, là, vous êtes dans un hall, mais il y a beaucoup de hangars aussi. On en reparlera en fin de visite. Quand on est dans ces hangars, on aperçoit le bout des pistes de l'aéroport du Bourget, qui est juste à côté. Donc, c'est vrai que c'est pas loin pour venir visiter. Alors, on poursuit toujours et nos spectateurs découvrent là quelque chose qui est très intéressant. Depuis le début, tout ce qu'on montre, ces formes, ça nous fait quand même penser à l'univers nautique, à des bateaux. Ici, clairement, c'est une nacelle de dirigeable. Là, c'est une nacelle de dirigeable, mais on dirait une grande barque. Hein, voilà. Et donc, c'est la nacelle du Puy-de-Dôme. Donc, du Puy-de-Dôme, c'est un ingénieur maritime qui a construit cette structure avec les codes du milieu maritime. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-ci, elle fonctionnait donc avec une hélice qui était actionnée par 4 matelots, qui devaient mettre une telle énergie pour que ça fonctionne, qui devait se relayer toutes les 30 minutes. Tellement ça demandait de la force physique. La force physique. Ça nous explique un petit peu, en fait, ce sont des ingénieurs de marine qui créent au départ ces fameuses machines. Alors, dans tout l'univers des transports et des sciences et techniques, les innovations, on va dire, s'enrichissent mutuellement. Donc, le monde de l'automobile, le monde des mers, du maritime influence bien sûr l'aéronautique. Et on avait déjà conquis les mers, donc on conquiert ensuite les airs avec des codes qui sont similaires et on tente avec ce qu'on connaît pour conquérir l'inconnu. Donc, c'est normal qu'on s'inspire de l'existant. Alors, on va poursuivre, avancer un petit peu dans notre chronologie. Je rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle pour le moment. On est encore dans l'expérimentation, mais ça y est, les choses vont se préciser un petit peu parce qu'on a rendu le ballon dirigeable et donc on maîtrise davantage les notions de propulsion. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? On va réussir à faire des vols, alors des vols planés sur plusieurs centaines de mètres, voire même 1 kilomètre pour un des avions qui est présenté ici. On va vous parler peut-être de celui-ci, là, cet avion que vous allez apercevoir d'ici quelques instants. Qui a un joli nom. Qui a un très joli nom, je vous laisse le dire. La Demoiselle. La Demoiselle. De Santos Dumont. Santos Dumont, donc qui est le concepteur de l'avion. Le concepteur, exactement. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à ce moment-là, on réussit à maîtriser, en fait. Avant, je pense qu'on tâtonnait, on expérimentait. Là, on commence à maîtriser. Donc, on est encore sur des structures assez fragiles. Hein, on le voit, hein, le matériau. Ça, c'est vraiment marquant. Hein. Moi, quand je regarde ça, personnellement, je me dis, mais c'est pas possible. Les risques pris par ces gens-là à ce moment-là, parce que là aussi, il fallait être un peu téméraire. Hein, il fallait être téméraire. Et puis, quand on regarde de plus près, hein, on voit l'assise, en fait, où se positionnait le pilote. On a l'impression que c'est le siège de la salle à manger qui a été décapsulé et qui a été positionné. On voit aussi les emplacements pour les pieds. Et ce qui est intéressant avec cet appareil-là, la Demoiselle, c'est que c'est le premier appareil à avoir été construit en série, en fait. Et Santos Dumont, donc, on est sur des milieux de passionnés, hein, évidemment, plutôt de gens aisés, évidemment. Et pour démocratiser aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cédé les droits, en fait, pour permettre à la Demoiselle d'être construite et diffusée de manière plus globale. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on est au tout début du XXe siècle et il y a vraiment cette idée que l'avion va révolutionner quelque chose. Peut-être on ne sait pas encore d'ailleurs définir dans tous les domaines dans lesquels l'avion va révolutionner, et on va le voir juste après, mais il cède les droits pour développer davantage. Populariser, en fait, démocratiser, populariser une pratique qui est sportive, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce que vous disiez, la performance, le goût du risque, voilà, on est quand même dans de l'émulation, la volonté de dépassement de soi. Et tout ça, en fait, se mêle l'imaginaire qu'on évoquait tout à l'heure, le côté scientifique, le côté humain qui est très présent. Vous le disiez, c'est impressionnant quand on se dit que quelqu'un a quand même monté là-dedans en se disant « je vais voler la première fois ». Waouh, quoi. Alors, au début, d'ailleurs, c'est réservé plutôt à des gens un petit peu fortunés ou qui se font sponsoriser. Exactement, oui. On est plutôt dans cette idée-là. Alors, on est à l'aube du XXe siècle et là, il y a un bouleversement majeur qui s'annonce, bien sûr, qui est l'arrivée prochaine de la Première Guerre mondiale. Bien sûr que la Première Guerre mondiale va précipiter les choses, va accélérer la transformation de l'aviation avec des progrès technologiques qui vont être importants. On va en parler, c'est dans la deuxième partie de la Grande Galerie. Tout à fait. Mais avant ça, alors je précise d'ailleurs, puisqu'on est en train de passer devant, on a ici le premier modèle d'hydravion, l'hydroplane.
Voilà, donc juste après ce qu'on a vu, et toute cette partie raconte cette histoire. Et là, on arrive dans un tableau, vous teniez vraiment à nous parler de ce tableau-là. Je pense que c'est intéressant de le regarder pour se rendre compte de l'avancée. En fait, pour nous, la vue aérienne, elle est naturelle. On est habitué à avoir des vues par satellite, les drones. On est habitué dans les films à avoir des vues aériennes. Il faut bien se dire que ce type de vue, ce type de tableau-là, s'il n'y avait pas eu l'avion, on ne serait pas en mesure, en termes visuels, de produire ce type d'œuvre, voilà. Donc, on est vraiment dans une révolution du regard. On décentre le regard et le périmètre de vue, il change complètement. Et c'est la place de l'être humain qui se met à changer aussi. Il a conquis le ciel. Le ciel n'appartient plus qu'aux dieux, comme on dit. Et effectivement, ces bouleversements-là, on va les retrouver petit à petit ailleurs. Et notamment, allons-y, parlons-en dans le domaine militaire. Alors, avant d'arriver dans ce deuxième espace, je vous remercie parce que vous êtes nombreux là à nous suivre. Et encore une fois, vous êtes nombreux à nous dire merci pour la visite, etc. Donc, n'hésitez pas à continuer. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes dans la visite. Et donc, vous pouvez nous faire continuer à nous faire remonter vos questions. Et je me charge de les transmettre à Alice. Alors, on arrive à cette fameuse période de la Première Guerre mondiale. On a tous en tête des combats aériens. Il faut déjà remettre les choses un petit peu dans leur contexte. On passe pas de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire des engins de bois et de toile et quelque part un petit peu aussi du balbutiement, à d'un seul coup des avions de chasse. Il y a quelque chose qui se fait on continue de progresser déjà, premièrement, et on va le citer aussi tout de suite. Toujours au début du XXe siècle, on est en 1908 à l'époque, un énorme exploit sportif et peut-être plus même que sportif. Louis Blériot, alors. Tout à fait. Louis Blériot, en fait, il traverse la Manche. Voilà. C'est le premier qui traverse la Manche. Qui traverse la Manche en avion. Et en fait, c'est révolutionnaire. Le Daily Mirror, à l'époque, titre England is no longer an island. Donc, l'Angleterre n'est plus une île. L'Angleterre n'est plus une île. Voilà. Une zone de terre qui est entourée de mer n'est plus une île. Voilà. On parlait de bouleversement, ça en est un autre, celui de la révolution du temps de trajet, des distances, des frontières. Des communications, des frontières, du rapport de l'humain à un territoire. Enfin, c'est révolutionnaire. On est vraiment dans une période révolutionnaire. Quelques temps après Louis Blériot, on a un célèbre aviateur. Oui, qu'on connaît pour d'autres choses, Roland Garros. Voilà, Roland Garros. Et Roland Garros, lui, va traverser la Méditerranée. Oui. Donc pareil, on est là aussi sur un abolissement des frontières et de la perception habituelle de l'espace humain, on va dire. Il le fera sur un peu plus d'une centaine de kilomètres, là où Louis Blériot le fera sur une trentaine de kilomètres. Les deux sont passés évidemment à la postérité dans l'histoire. Alors, une chose, on arrive donc dans cet espace. L'autre moitié de la Grande Galerie, qui traite cette fois-ci de l'aviation militaire à partir de 1914. Et je le disais, on passe pas de ce moment, on va dire, de recherche, d'exploit, etc., à des avions de chasse. Non. Racontez-nous, quel est l'état de l'aviation française au début de la Première Guerre mondiale? Alors, on balbutie. Si vous regardez cet appareil-là, on voit qu'il y a encore des codes qui sont très proches des anciens bois étoiles qu'on appelle, c'est leur nom, les bois étoiles des pionniers de l'air. Effectivement. Voilà. Ça, c'est un avion mythique, le Farman MF7. Exactement. Un avion mythique de la Première Guerre mondiale. Et alors, on constate ce que vous dites, c'est-à-dire, il ressemble pas à un avion de chasse. Non. A priori. Et on voit même pas d'armement dessus. Non, il n'y a pas d'armement au début, puisque l'aviation, au début, c'est l'observation, et puis ça permet, c'est en soutien d'artillerie. En soutien, pour régler les tirs d'artillerie. Exactement. Donc, on est vraiment sur deux missions principales. Et puis, on va arriver à deux missions supplémentaires, le bombardement et la chasse. Alors, le bombardement, tiens, parlons-en. On va vous montrer ces objets relativement étonnants, là aussi. Expliquez-nous, on est à ce moment-là, les avions ne sont pas encore équipés, j'allais dire de manière technologique pour larguer des bombes, etc. Donc, on se retrouve ici avec une bombe qui, il me semble, a une poignée, c'est ça? C'est ça, et elle est larguée à la main. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit sur les images ici. Sur on va vous montrer. Cette image-là qui est intéressante. Voilà, sur cette image qui est très intéressante. Les premiers aviateurs donc, détournent la fonction d'observation de l'avion. Tout à fait. Ils embarquent avec eux des bombes à main. Et ils les lâchent là où ils estiment que ça va tomber.
Voilà. Donc, encore une fois, c'est du balbutiement, c'est pas très précis, mais ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension stratégique que prend l'avion, la possibilité évidemment de s'élever, d'aller survoler des lignes, de dézoomer le regard, voilà, et puis de voir au-delà des lignes de front, en fait, ce qui est essentiel. Hein. La chasse, voilà, on est encore sur de l'expérimentation. Il faut aussi que la machine soit puissante, qu'elle soit réactive. Mais le bombardement, voilà, humainement, c'est aussi simple, si on peut dire, que de larguer une bombe. Voilà. De larguer une bombe, tout à fait. Et alors ici, on a d'autres objets qu'on vous montre. Alors là, c'est quoi? Ce sont des petites fléchettes? Des petites fléchettes, exactement, qui étaient lâchées, en fait, au-dessus des aérostats, donc des ballons. Des ballons dirigeables ennemis. Qui permettaient de surveiller. Donc, si on perce l'enveloppe du ballon, il perce et on ne peut plus observer. Donc, on imagine, hein, ça paraît presque artisanal, on imagine un avion qui passe au-dessus et qui lâche une poignée de fléchettes, par-dessus. Bon. Comme si on éclatait un ballon de baudruche. Comme si on éclatait un ballon de baudruche. Donc, quelque part, ça nous raconte un petit peu aussi, voilà, toujours pareil, cette dimension d'expérimentation. À partir de quand on va véritablement basculer dans des escadrilles d'avions stratégiques? 1916, hein, la bataille de Verdun, c'est quand même une bataille compliquée pour l'armée française, puisqu'en fait l'armée française, elle est en volume, elle est dépassée de moitié en fait par l'armée allemande en termes de flotte aérienne. Donc voilà, Verdun, c'est catastrophique. Ensuite, il y a la Somme, voilà, qui permet de rectifier le tir, on va dire. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que l'aviation, enfin, le terrain militaire n'est plus que celui du terrain, voilà, du champ de bataille. L'avion peut bombarder des villes, la guerre elle est partout, et on est vraiment sur le principe de la guerre totale. Voilà, la guerre devient totale parce que les dirigeables permettent de passer au-dessus du front et d'aller bombarder des villes. On parle des bombardements de Londres, de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, tout le monde est concerné, les civils aussi, et l'avion participe de cette dimension totale de la guerre. Évidemment, et ce sera peut-être la fin de notre histoire chronologique, même s'il reste quelques avions à découvrir, on arrive à la fin de l'émission. Cet avion, il vient se combiner ses forces avec ce qui commence aussi à poindre maintenant sur la fin de la Première Guerre mondiale, le char. Les télécommunications sans fil. Évidemment, voilà. Et on est sur un autre monde qui se profile. On est sur ce début de cet autre monde, et bien sûr qu'ensuite, l'entre-deux-guerres va poursuivre le travail de développement. Les raids, la conquête, la découverte d'autres territoires, le perfectionnement technique. Et voilà, ensuite, l'histoire continue. L'histoire continue, on arrivera sur la Seconde Guerre mondiale et puis, bien sûr, après, sur une aviation qui sera davantage une aviation d'agrément, de loisirs, etc. Merci beaucoup, Alice, vraiment de nous avoir fait découvrir tout ça. Alors, je le précise d'ailleurs pour vous qui nous regardez, on est arrivé à la fin de la visite, mais et vous ne me contredirez pas, Alice, là-dessus. On a vu une toute petite partie du musée de l'air et de l'espace. Il s'étend sur plus de 25 000 m². Rendez-vous compte, ce sont 11 halls, 11 hangars d'exposition. Ici, on est dans un hall, mais il y a véritablement des hangars. Et d'ailleurs, à ce propos, on est allé en voir un un hangar qui renferme 2 exemplaires du célèbre Concorde. Et vous pouvez le voir quand vous venez ici. On vous a préparé un petit bonus sur le sujet. Il sera visionnable à partir de vendredi sur le compte Instagram du ministère de la Culture et également sur celui du Musée de l'air et de l'espace quelques heures plus tard. Voilà. Quant à moi, je voulais vraiment n'oublier personne. Voilà, remercier un petit peu tout le monde, toutes les équipes du Musée de l'air et de l'espace, bien sûr, Alice, mais aussi en particulier Antoine Touré et Marion Beckerley qui se sont chargés de m'aider à organiser cette émission et notamment le fameux bonus sur le Concorde que vous pourrez découvrir. Un grand merci au ministère de la Culture, qui est à l'origine de l'initiative. Michael Coca, Cécile Lausanne, Barbara Penamen et Clémence Lannoy. Merci à toutes les équipes de l'agence Chez Toi qui étaient aujourd'hui à la retransmission. Clémence Roquebert à la caméra et Pierre Bala à la deuxième caméra, celle à laquelle je m'adresse actuellement. Margot Gessler était aux commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 7 décembre, notez bien la date, pour un nouvel épisode de Culture chez nous. Et on s'intéressera cette fois à toute autre chose. Une magnifique exposition qui traite des arts martiaux en Asie. Ça se passera au musée du Quai Branly. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. À très vite. Salut!
Voilà, on se retrouve comme promis pour notre bonus. Quand vous découvrirez ces images, notre émission en direct viendra juste de se terminer. Ça se passait quelques dizaines de mètres derrière moi dans la grande galerie du musée de l'air et de l'espace. Alors pour l'heure, je suis sur le tarmac de l'ancien aéroport, devant un hangar, à l'intérieur duquel on nous présente 2 exemplaires d'un avion mythique, supersonique, icône du faste des années 70, de la grandeur de la France. J'ai nommé le Concorde. Et c'est tout l'objet de ce bonus que de vous en parler. Et pour vous en parler justement, je rejoins Marion Beckerley. Bonjour Marion. Bonjour. Merci vraiment de nous accueillir ici. Vous êtes chargée des collections avions ici au sein du musée de l'air et de l'espace. Et alors c'est vous qui allez nous parler, j'allais dire, de cet exemplaire, de ce Concorde, mais en fait je vois qu'ils sont 2. Alors moi je pensais assez naïvement qu'il n'en restait quasiment plus. Et là vous en avez 2. Racontez-nous. Eh bien, en effet, le musée de l'air et de l'espace conserve 2 des exemplaires de Concorde qui ont chacun leur propre histoire. Donc nous conservons le prototype français, le 001. Là, vous avez ici le tout premier avion, tout premier Concorde. Tout à fait. D'accord. Ainsi que l'un des exemplaires exploités commercialement par Air France. Celui-ci, c'est le fameux Sierra Delta. Sierra Delta, c'est Exactement. le nom qu'on a donné à l'exemplaire, à cet exemplaire. Oui, tout à fait. Et ces 2 avions sont arrivés en vol au musée de l'air lorsqu'ils ont été mis à la retraite. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les dates de premier vol de ces avions? On est, je le disais, dans la France fin des années 60, 70, c'est ça? Tout à fait. Et donc le prototype est sorti d'usine en 1967 et il a fait son premier vol d'essai en 1969 avec André Turca. D'accord. Et l'exploitation commerciale des Concorde a commencé au milieu des années 1970 et jusqu'en 2003. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête je parlais d'une icône, je parlais d'une légende, cet avion et cette légende d'ailleurs qui perdure comme ça dans le temps. On en parle encore aujourd'hui de ce Concorde, il a marqué toute une génération. Racontez-nous, qu'est-ce qui fait de cet avion une icône? Est-ce que c'est le prodige technologique? Alors c'est une grande réussite sur le plan technologique parce qu'on a utilisé la forme delta des ailes, en l'occurrence gothique pour la forme des ailes du Concorde, pour réaliser un avion 2 lignes supersonique pour le transport civil. Donc c'était une forme réservée à l'aviation militaire? Qui n'était utilisée que par l'aviation militaire avant pour le vol supersonique, exactement. Et on l'a transposé dans le domaine civil pour les passagers. Alors quand on parle de vol supersonique, on parle d'un avion qui va très très vite. Qui va plus vite que la vitesse de déplacement du son dans l'air. D'accord. Et là, près de 2 fois, si je ne m'abuse, c'est ça, un peu plus de 2000 km/h. Un peu plus de Mach 2, donc un peu plus de 2 fois la vitesse du son, c'est ça. La vitesse du son. Bon, effectivement, un prodige technologique. Tiens, en parlant de technologie d'ailleurs, moi, j'ai jamais vu voler cet avion, mais on a en tête ces vidéos ou ces photos qu'on a pu voir du Concorde, parfois en vol, ou plutôt, vous allez nous dire ça, d'ailleurs en approche des pistes, avec un nez qui est un peu biseauté. Or là, je vois que le nez de l'avion est droit. Racontez-nous. Oui, en fait, le nez avait été conçu pour pouvoir être baissé en approche pour atterrir, parce que c'était nécessaire pour que l'équipage ait en fait assez de visibilité dans le cockpit à l'atterrissage, ce qui lui donnait cette tête, vraiment cette tête d'oiseau caractéristique qu'on reconnaît. D'accord. Et oui, alors vous parlez de l'oiseau, c'est vrai qu'il a un autre nom, cet avion. On l'a appelé l'oiseau blanc. Et c'est vrai que quand on le voit, il a une ligne très très élégante comme ça, très fuselée. Et c'est vrai qu'il peut faire penser à un oiseau blanc. Alors, une autre question pour vous, Marion. Expliquez-nous, parce que est-ce que cet avion est un échec au final? Il y a eu 20 exemplaires construits dans le monde. Est-ce que c'est un échec ou pas? On entend un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'on considère là dans l'histoire de l'aviation concernant le Concorde? Alors sur le plan technologique, c'était une réussite, puisque les États-Unis avaient abandonné leur propre projet d'avion de ligne supersonique et que l'Union soviétique, elle, avait des grosses difficultés avec son projet de Tupolev 144. Mais sur le plan commercial, les Concorde étaient très chers à exploiter. Donc, ce qui fait que les 20 exemplaires n'ont été utilisés au final que par Air France et par British Airways. D'accord. Et que les seules lignes établies fermement, on va dire, étaient les traversées transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis. Alors il y a quelque chose qui va mettre un petit peu accélérer peut-être la fin du Concorde, c'est le fameux crash du Concorde à Gonesse. Oui. On est dans les années 2000 à ce moment-là. Et le Concorde reprend un petit peu après. Et le dernier vol est quoi, en 2003? En 2003, c'est ça. L'accident avait non pas causé la fin, mais sans doute précipité un petit peu la fin.
Et donc l'exploitation des lignes s'est arrêtée en 2003 au final. D'accord. Et c'est à ce moment-là que le Sierra Delta est arrivé au musée. Et donc ici, on le rappelle bien sûr, les visiteurs peuvent venir dans ce hangar, Oui. découvrir cet avion. Juste une dernière chose avant qu'on ait le privilège justement de monter dedans et de découvrir l'intérieur, la cabine du Concorde. Parlons de son nom, juste puisque c'est une collaboration franco-britannique, Oui. le développement de cet avion. Et il a été un temps question que l'avion se nomme Concorde sans le E à la fin. C'est ça. Et ça- Comme il était issu de cette coopération franco-britannique, la question du nom du Concorde était pas anodine. Et donc, écrire Concorde avec un E supposait de le franciser un peu plus, alors que Concorde sans E aurait été plus britannique. Donc, il a fallu trouver un moyen de se mettre d'accord. D'accord. Et finalement, on a retenu le Concorde avec un E, mais pour que le E évoque l'idée d'Europe et de coopération entre pays européens. Et le général de Gaulle n'a pas voulu lâcher sur la question. Oui, tout à fait. Et donc, on se retrouve avec Concorde avec un E pour symboliser l'Europe. Marion, je vous propose qu'on monte dans l'avion maintenant et vous allez nous parler un peu plus de son design intérieur. On y va. Bon, Marion, on se retrouve ici dans l'avion, dans le Concorde, on est dans la cabine. Alors c'est un privilège, il faut le dire, on ne va pas s'asseoir sur les sièges parce que pour une question de conservation, on ne peut pas s'asseoir ici et les visiteurs peuvent apercevoir l'endroit où on est à travers une petite vitre quand ils approchent. Moi, ce qui me marque là quand on rentre ici, c'est finalement, j'ai l'impression d'un plafond assez bas et d'une cabine relativement étroite. Est-ce que c'est mon impression uniquement Racontez-moi. C'est-à-dire que nous, on a l'impression d'un avion petit et exigu, mais nos standards de voyage ont changé depuis le lancement du Concorde et il faut vraiment se remettre dans le contexte. Et non pas avec notre perception de voyageurs d'aujourd'hui qui sommes plus habitués à des avions de ligne de type Boeing pour des vols parfois sur des distances longues, donc des longs temps de vol. Alors que le Concorde, c'était des temps de vol petits puisqu'il était en vol supersonique. D'accord. Et On va rappeler d'ailleurs une chose, c'est vrai qu'on n'a pas dit jusque-là, 3h30 C'est pour ça. rejoindre Paris à New York. Pour rejoindre Paris à New York, c'est ça, 3h30. c'est un peu comme prendre le TGV. Effectivement, donc on comprend, et c'est vrai, tiens, on se croirait presque plus dans un train d'ailleurs, en termes d'espace. On comprend bien que les temps donc, de déplacement ne sont pas très très longs, ce qui veut dire que là déjà, en fait, vous êtes en train de nous dire, c'était du luxe. Oui, tout à fait. Et le luxe de cet avion venait aussi du service qui était fourni à bord. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi aux tenues des personnels navigants qui étaient réalisées par des grands couturiers ou au luxe des menus qui étaient préparés par des grands chefs avec les meilleurs vins, les meilleurs champagnes. C'est toute cette image qui va aussi avec le Concorde. Alors il faut bien le dire, si on rapporte le prix du billet aujourd'hui en euros et avec l'inflation, on est à plusieurs milliers d'euros pour un billet. Donc en fait, le Concorde faisait voyager, comme on dit, les grands de ce monde. Et c'est aussi pour ça que cet avion était luxueux et que toute l'offre de services comme ça allait avec. Parlons un petit peu du design de cette décoration là qu'on aperçoit parce que là aussi, alors on peut avoir deux impressions en rentrant. Il y a une très nette sobriété dans cette décoration. En 1994, on va confier la décoration du Concorde à une designer très célèbre, André Putman. Et alors, quel va être son geste? On reconnaît quelque chose de très minimal. Oui, on reconnaît son style minimaliste. Donc avec une recherche de couleurs assez sobre, une recherche d'intemporalité et de simplicité un petit peu, les motifs de damier sombre et clair qu'on lui connaît. Et elle a également réalisé les sets de vaisselle Concorde pour donner toute une harmonie qui porte ses signatures à cet espace. Donc elle va jusqu'à designer des sets de vaisselle, elle s'occupe je crois aussi de ces housses blanches qu'on aperçoit, une harmonie de couleurs et finalement qui parfois peut aller j'allais dire à l'opposition de cette image du luxe à foison qu'on pouvait avoir ici et pour autant c'est un petit peu ça aussi le luxe, c'est-à-dire cette intemporalité, ce geste très très sobre là qu'elle vient distiller par petites touches dans l'avion. Je crois à l'origine d'ailleurs qu'elle avait travaillé sur l'éclairage. Oui, aussi. elle avait travaillé aussi sur la lumière. Un éclairage un peu plus doux. Bon là, vous n'avez pas pu le restituer ici, ce sont des spots qui éclairent la cabine. Oui, tout à fait. Il faut s'imaginer aussi l'éclairage d'origine qu'avaient les passagers pendant les vols. D'accord. Marion, merci encore 1000 fois de nous avoir permis
de rentrer dans l'avion, d'approcher un petit peu l'histoire du célèbre oiseau blanc, hein, je le disais tout à l'heure, on va le répéter hein, pour vous qui nous regardez, venez ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget, vous aurez la possibilité de voir ces avions et bien plus encore si vous avez suivi l'émission en direct juste avant. Marion, encore merci du temps que vous nous avez accordé. Quant à nous, on va se retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite, salut!